entrepreneur engagé qui a créé un business aligné avec ses valeurs et spécialiste de l'éco-conception graphique. Vous allez aimer l'interview de Lucille. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour, dans le podcast d'aujourd'hui, on accueille Lucille Quérault. Elle est spécialisée dans l'éco-conception graphique. Elle va nous raconter exactement ce que c'est et elle a aussi décidé que sa façon de travailler devait être alignée avec ce qu'elle revendiquait. Donc c'est tout ce qu'elle va nous présenter aujourd'hui, comment elle a mis son business en accord avec ses valeurs et comment elle travaille au quotidien dans l'écographisme tout en diminuant son impact environnemental. Bonjour Lucille. Bonjour. Bienvenue dans Écolo au boulot. C'est la première fois que j'accueille sur le podcast une indépendante. On n'a jamais vraiment parlé du monde des freelances. Et pourtant, c'est pas parce qu'on travaille seul qu'on ne peut pas être écolo au boulot. Et d'ailleurs, il y a plein de manières de le faire, que ce soit dans sa façon de travailler ou au cœur même de son activité. Et aujourd'hui, on va parler des deux. Donc voilà, Lucille, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours jusqu'à aujourd'hui en tant que graphiste spécialiste en éco-conception? Oui, donc merci de m'accueillir sur ton podcast. Moi, je m'appelle Lucille Quérault, je suis graphiste et directrice artistique à mon compte et je suis fondatrice de Elle Design. C'est un studio graphique de création et de conseil en éco-conception graphique. Donc, avant de me lancer à mon compte, j'ai travaillé dans des agences de communication digitale à Paris comme directrice artistique, où j'ai été à l'origine de nombreuses créations pour de gros clients. Et j'ai pris une pause dans mon travail en agence de communication où je suis partie faire un voyage en Amérique latine. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux sur le monde et où j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie. Donc c'est à ce moment-là que moi j'ai commencé ma transition écologique. Est-ce que tu as eu un déclic là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est là où je veux en venir justement. J'ai eu un déclic. Là-bas, ils sont des gros mangeurs de viande. Et donc moi j'ai commencé à m'intéresser à la consommation de viande et c'est là que je me suis renseignée, j'ai regardé des documentaires, j'ai lu des livres et c'est ce déclic qui m'a fait que je suis devenue végétarienne en Amérique latine, là où ils mangent énormément de viande. Et donc ce voyage m'a fait prendre conscience que je devais changer mon moyen de consommation et donc après ce voyage, je suis retournée travailler en agence de communication, sauf que je me sentais plus alignée avec ces nouvelles valeurs que j'avais développées au sein de mon voyage. Donc le développement durable n'était pas au rendez-vous en agence de communication digitale, donc je me sentais plus à ma place, j'étais plus alignée professionnellement. Donc c'est là que j'ai décidé de me lancer à mon compte et de créer mon studio graphique Elle Design. Trop bien. Tu l'as créé il y a combien de temps ce studio? Du coup, en fait, en réalité, j'étais déjà en auto-entreprise pendant mes études. Donc j'ai créé cette entreprise il y a 8 ans parce que je faisais déjà des créations à mon compte en même temps que mes études, puis ensuite en parallèle de mon travail en agence. Mais je me suis lancée pleinement depuis 6 mois sur l'éco-conception à mon compte. Ok. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'éco-conception, je voudrais qu'on parle un petit peu du coup de cette vie d'entrepreneur que tu mènes maintenant depuis quelques années ou quelques mois, ça dépend comment on voit les choses. Alors, parce que en fait, je sais que tu as voulu que l'environnement, ça fasse partie de tes activités, donc via le cœur même de ce que tu fais, l'écographisme, et puis aussi finalement par ta manière de travailler.
Du coup, je voulais que tu nous parles un peu de comment tu as mis en place des choses pour intégrer l'environnement à ton activité et comment tu fais au quotidien. Oui. Oui, donc quand je me suis lancée dans l'éco-conception graphique, je voulais absolument que mon entreprise soit au cœur de l'écologie et donc j'ai mis en place plusieurs actions. Tout d'abord, je voulais absolument travailler avec des clients qui soient acteurs de changement, où je puisse instaurer l'éco-conception. Donc ça, c'était le premier point. Donc aujourd'hui, je travaille pour des clients dans la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi le développement durable, avec des entrepreneurs du bien-être, comme des praticiens type prof de yoga, hypnothérapeute, sophrologue, coach. Donc d'abord, ça a été de choisir des clients euh, tournés vers la planète et l'humain. Donc ça, c'est la première cause que j'ai choisie. Ensuite, les actions que j'ai pu mettre en place, je travaille à temps plein de chez moi. Et ça, c'est vraiment par choix pour éviter les déplacements. J'ai la chance de pouvoir tout faire à distance en tant que graphiste. Donc, j'ai privilégié le télétravail à 100% de chez moi pour pas avoir à prendre la voiture ou les transports. Ensuite, je suis alimentée en énergie verte. Donc, ça va être une source d'énergie à base d'énergie renouvelable. Donc, contrairement aux énergies fossiles standards. Ensuite, j'ai décidé aussi d'héberger mon site internet chez un hébergeur web green qui s'appelle Ikula, qui est français d'ailleurs. Et donc pareil, ces hébergeurs verts investissent dans des systèmes d'énergie renouvelable. Donc ça, c'était vraiment la priorité pour moi. Et d'ailleurs, pour créer les sites internet de mes clients, pareil, je les héberge chez des hébergeurs web verts. J'ai mis en place aussi un système de plantation d'arbres pour compenser mon empreinte carbone. Donc je suis passée par la start-up Ecotree, qui est française, ou encore il y a Trees for Life aussi qui fait ça. Donc voilà, j'essaye de mettre en place ce genre de petites actions mais encore je suis adhérente au sein de l'association We Act for Earth, qui est le collectif des entrepreneurs responsables. Il y a énormément d'entrepreneurs qui font partie de cette association et qui sont comme moi engagés dans le climat. Et ça a été pour moi un moyen de m'entourer et d'échanger avec d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Donc c'est super gratifiant de faire partie de cette association. D'accord. Est-ce que c'est cette association qui t'a donné un peu une ligne directrice de tout ce que tu pourrais mettre en place en tant qu'indépendante pour ton entreprise? Ou comment tu t'es formée sur le sujet? Ou est-ce que tu es passée par des normes, des guides, des choses comme ça? Je me suis surtout formée toute seule en me renseignant sur Internet, en effet en cherchant des guides. Mais l'association, quand j'y suis entrée, j'étais déjà bien informée sur le sujet du développement durable. We Act for Earth prépare des formations pour les entrepreneurs, donc il y a pas mal de ressources en effet pour se former, pour en apprendre davantage. Ils appellent ça des grandes randonnées. Et oui, ils forment au numérique responsable, au développement durable, aux petits gestes au quotidien qu'on peut mettre en place au sein d'une entreprise. Et donc, ça m'aide, ouais, ça m'a aidé. Mais moi, c'est vrai que je m'étais tournée vers l'association surtout pour m'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux échanger avec pas mal d'entrepreneurs. Si j'ai besoin d'un photographe, je peux me tourner vers eux et je vais être sûre qu'il va partager les mêmes valeurs que moi. Et en ce moment, on met en place des visios toutes les 2 semaines pour pouvoir échanger sur nos avancées, sur notre travail, sur nos envies. Donc on est là pour se soutenir. Et
Et c'est super gratifiant de se sentir entouré comme ça Mm. au sein d'une communauté. Ouais, et puis c'est se soutenir entre personnes qui ont les mêmes valeurs et qui ont la même vision aussi du business, je suppose. Oui, c'est ça. On a les mêmes besoins, les mêmes envies. Donc. Mm. Et tout à l'heure, tu disais que tu compenses tes émissions carbone. Ça veut dire que tu les as calculées à un moment, tu as calculé l'impact de ton activité? Grâce à Zei, qui est une plateforme en ligne, j'ai pu mettre en place des actions pour pouvoir évoluer vers une entreprise la plus durable possible. Et avec eux, j'ai pu mesurer mon impact sur différents sujets et ils m'ont accompagnée vers cette transition écologique professionnelle. Donc, vous verrez, il y a un système de pourcentage, si vous voulez aller regarder, et ils vont jauger en fonction de ce que vous leur dites, si vous êtes bien informé sur le sujet, si vous allez vers la bonne direction. Et d'ailleurs, je suis super contente parce que là, j'ai atteint les 97% de note Félicitations. globale. Donc oui, aujourd'hui, il y a plein d'outils pour pouvoir calculer son empreinte carbone. J'ai plus les chiffres moi maintenant en tête, mais D'accord. Ok, non, mais c'est bien. Et du coup, pour atteindre ces 97%, ça t'a semblé difficile ou c'est finalement accessible? ah non, c'est très accessible, ouais. Moi, j'avais déjà mis certaines choses en place, notamment le télétravail. Par exemple, j'achète du matériel reconditionné. Mon MacBook Pro est un ordinateur reconditionné et que j'ai depuis 6 ans. Donc, ils vont mesurer aussi l'impact de nos matériaux. Par exemple, moi, j'ai aussi investi dans un Fairphone. C'est un smartphone qu'on peut réparer. Donc, je vais privilégier la réparation plutôt que l'achat. Donc ça, ils le prennent en compte aussi. Ils prennent en compte aussi notre source d'énergie, comme je disais tout à l'heure. J'ai investi dans une électricité verte. Ce que j'ai mis en place grâce à ZEI, c'est une politique d'achat responsable avec des critères environnementaux. Donc aujourd'hui, je fais appel à des imprimeurs le plus responsables possible, avec des choix de papier bien précis, qui vont être issus de forêts gérées durablement, par exemple, qui vont être 100% recyclés, issus de déchets post-consommation, et pas utiliser des papiers vierges qui vont utiliser beaucoup plus d'énergie. Voilà, donc grâce à eux, j'ai pu approfondir cette démarche, notamment par la politique d'achat responsable. Et non, je suis vraiment contente de cette plateforme, elle est vraiment super pour les petites entreprises ou grosses entreprises d'ailleurs. Bon, bah oui, c'est vrai qu'il y a aussi des grosses entreprises qui peuvent être en compétition les unes avec les autres sur cette plateforme. Je mettrai le lien de la plateforme dans la description du podcast, de même que bon, ton site internet et puis le site de l'association We Act for Earth. On va passer à la partie éco-conception parce que voilà, tu commences à l'aborder en nous parlant de papier responsable, etc. Alors moi, je trouve ça chouette de parler de ça pour plusieurs raisons. D'abord, pour les graphistes qui nous écouteraient et qui voudraient améliorer leur pratique. Mais même sans être graphiste, en fait, on est souvent confronté à des sujets de communication en entreprise. On va faire des flyers, des affiches, des guides, des magazines, enfin, toutes sortes de ressources communicantes quand on travaille sur un projet. Ça peut toucher beaucoup plus largement les salariés que juste les graphistes, ce sujet-là. Ben moi, clairement, ça me concerne aussi. Hein. Je suis en partie responsable communication, donc ça m'arrive très souvent d'avoir à faire des ressources de communication. Et, euh, et c'est vrai que, à part ajuster la quantité de papier, par exemple, pas imprimer trop de plaquettes par rapport à mon besoin, ou choisir un papier qui est recyclé, ou un imprimeur qui est labellisé Imprime Vert, c'est vrai qu'à part ça, jusque-là, j'avais pas trop d'idées de ce que je pourrais faire pour éco-concevoir tous ces supports. Alors, Lucille, éclaire-nous, déjà dis-nous ce que c'est l'éco-conception et comment on peut faire. Bah ouais, avec plaisir. Je peux peut-être commencer par la définition d'éco-conception que donne l'AFNOR. L'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation.
Et eux, ils disent que l'éco-conception consiste à intégrer l'environnement dès la conception d'un produit ou service et pendant toutes les étapes de son cycle de vie. Donc moi, je l'ai adapté au graphisme. Et pour moi, l'éco-conception en graphisme, ça prend en compte toutes les étapes de la vie de la création, donc de la conception au développement, depuis la matière première du papier, par exemple, jusqu'à la fin de vie de la création, donc par exemple du recyclage du papier. Donc pour moi, ça va être une démarche qui vise à créer de façon le plus éco-responsable possible, dans le respect de la planète et de l'être humain. Et ça va être un processus de création qui consiste plus à faire seulement du beau, mais d'intégrer des réflexions environnementales dans sa démarche créative. Pour moi, l'éco-conception, ce serait ça. Ok, alors donc j'ai entendu, il y a l'approvisionnement, ce qu'on met en place concrètement, et puis après ce que ça devient notre support de communication. Donc concrètement, toi, qu'est-ce que tu mets en place pour tes clients, par exemple, quand ils te demandent, ils te disent, voilà, je voudrais faire une affiche ou je voudrais faire un site internet. Quelle démarche tu vas mettre en place pour que ce soit éco-conçu? Ouais. D'abord, moi j'ai défini une démarche que j'appelle la démarche systémique. Donc ça consiste à prendre en compte le projet dans sa globalité et pas seulement l'aspect visuel et pas seulement le profit qu'on peut gagner grâce à cette création. Donc l'éco-conception en graphisme, ça va être de se poser des questions sur le choix des matériaux, par exemple, minimiser un maximum les matériaux, faire des recherches pour faire des créations avec le moindre impact possible. Et pour cela, ça peut passer par exemple en impression par le choix de typographies éco-responsables. Donc ça va être des typographies qui vont consommer beaucoup moins d'encre à l'impression. Ça va jusqu'à 33% en moins d'encre qu'une police standard. Donc, des économies à la clé en plus. C'est bénéfique pour la planète, mais aussi en termes économiques. Donc c'est tout bénéf. Et d'ailleurs, dans les standards, il y a la typographie Times New Roman qui consomme moins d'encre, la Century qui consomme moins d'encre également. Et généralement, ça va être des typographies qui vont être beaucoup plus étroites et fines que d'autres typographies qui seront plus bold, plus épaisses, qui consomment plus d'encre. Donc déjà, on peut penser à utiliser ce genre de typographie. Voilà. Après, moi, quand je commence un projet avec un client, je vais privilégier des logos un peu plus épurés, qui vont être avec des traits plus fins. Je vais éviter les aplats de couleurs qui vont faire qu'on consomme beaucoup moins d'encre. Ensuite, moi, je vais penser aussi à éco-ancrer son document. Que ça veut dire. Donc ça, c'est un peu plus technique. Ça, c'est un aspect plutôt pour les graphistes, pardon. Mais ça va être avoir le moins d'encre possible dans sa création. Donc, il y a des moyens pour calculer le taux de couverture de sa création, notamment sur Photoshop, pour savoir notre taux de couverture d'encre. Mais pour rester simple, c'est éviter les aplats de couleurs, éviter de déborder d'encre sur toute la création. Donc voilà, c'est ça, c'est utiliser le moins d'encre possible et privilégier les blancs tournants, les espaces blancs qui vont permettre à la création d'être aussi plus lisible finalement, plus aérée, plus simple à la lecture. Ouais, c'est aussi du minimalisme graphique quelque part, c'est plus agréable à regarder peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place? Oui, ça c'était plutôt pour la partie print. Comme je disais tout à l'heure, privilégier plutôt des imprimeurs responsables, donc labellisés Imprime Vert. J'essaye de choisir aussi des fournisseurs locaux qui soient plus proches pour éviter des trajets beaucoup plus longs qui vont polluer beaucoup plus. Euh, Ensuite, j'essaye de privilégier aussi les entreprises alimentées en énergie renouvelable.
Mais bon, je vous cache pas que ça, c'est le plus compliqué. Donc, elles communiquent pas forcément dessus, des fois. Voilà, c'est ça. Parfois, je pose les questions et ils ne souhaitent pas forcément me répondre. Donc bon, là, je me dis, c'est qu'il y a des choses à cacher. Mais il va falloir faire des recherches approfondies pour pouvoir répondre à tous ces critères. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont pas tous très transparents là-dessus. Et finalement, poser la question, moi, je trouve que c'est une bonne façon de faire changer les personnes aussi. Si aujourd'hui, voilà, ils sont pas mis en transition, peut-être que le fait d'avoir des clients potentiels qui leur posent la question, voilà, ils vont se mettre, finalement, ils vont se poser la question eux-mêmes, se dire, bah oui, pourquoi on fait pas ça, en fait, allons-y. Ouais, complètement. Ouais, j'espère que tu as raison et du coup, faut pas hésiter à leur poser des questions comme ça pour qu'ils se posent eux-mêmes des questions, qu'ils se disent mince, on devrait peut-être changer ça ou ça. Mm. Mais récemment, je suis tombée sur un imprimeur et je lui demandais est-ce que vous utilisez des encres végétales? Il me disait oui, en numérique. Alors que je sais aujourd'hui que l'encre végétale existe que en impression offset. Donc là, je dis bon, d'accord. Voilà. Là, c'était même pas une question de pas vouloir répondre, c'était carrément, il me mentait sur la réalité. Donc, faut aussi faire attention aux informations qu'on nous fournit parce que elles peuvent être fausses. Et sinon, oui, un dernier point que je pourrais dire, essayer de proposer des créations qui fournissent un message positif. C'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure que je choisis des clients acteurs de changement parce que à travers mes créations, j'ai envie de transmettre un message et de proposer par exemple des méthodes de consommation différentes. Donc j'ai pu faire l'identité visuelle d'un magasin zéro déchet. Donc voilà, sur les supports, du coup, on a ajouté penser à trier vos déchets ou éviter le suremballage de vos aliments. Donc privilégier des messages positifs sur ces Ouais, en fait, créations. juste en communiquant sur une marque, on peut aussi inciter le consommateur derrière à avoir des comportements vertueux. Oui, complètement. Et donc, tout ça, l'éco-conception graphique, est-ce que tu as des chiffres sur l'impact environnemental de la communication, du graphisme, de ces choses-là? Oui, aujourd'hui, on n'en a pas tellement dans l'impression, mais on sait que le numérique a un gros impact sur la planète. Par exemple, le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et quand on sait que c'est une fois plus important que le transport aérien, bah, ça fait un peu peur. Donc aujourd'hui, il est important de mettre des mesures en place pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Donc avec des pratiques qu'on a dit précédemment, mais aussi par exemple nettoyer sa boîte mail. Moi j'utilise l'outil CleanFox qui est super bien pour ça. Après aussi penser à fermer ses onglets dans son navigateur, ne pas laisser les fenêtres ouvertes éternellement, surtout quand on l'utilise plus. Ouais, ça relâche de la bande passante. Voilà, c'est ça exactement. Et puis aujourd'hui, il existe aussi des moteurs de recherche plus responsables, type Ecosia, Lilo. C'est les deux que j'utilise. Donc voilà, pensez à mettre ces petites pratiques en place afin de générer moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ouais, là, c'est en tant qu'utilisateur, en fait, on a aussi un rôle dans l'éco-conception parce que nous, on a le rôle de l'utilisation, justement. Et donc, on peut avoir une utilisation sobre de ce qui nous est proposé Oui, en communication. c'est ça. Et puis j'en parlais tout à l'heure, privilégier les appareils reconditionnés. J'ai appris que seuls 5% des appareils numériques sont recyclés dans le monde. Donc privilégier vraiment le reconditionner et puis aller faire réparer vos appareils au lieu d'acheter du neuf. Ouais. Et puis les garder le plus longtemps possible aussi. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que dans la communication, si on devait choisir une ou deux actions, par exemple, selon toi, qu'est-ce qui a le plus d'impact pour réduire son impact environnemental?
Moi, je pense que l'action qui aurait le plus d'impact, c'est vraiment d'en parler autour de soi, d'informer au maximum son entourage, ses proches sur les chiffres qu'on vient d'évoquer juste avant et de leur proposer de mettre en place ces pratiques. Parce que plus on sera informé sur le sujet, plus il y aura de monde qui mettront en place ces pratiques et plus on fera avancer les choses. Donc vraiment, renseignez-vous, partagez toutes ces ressources autour de vous par le biais des discussions, des téléphones, des appels, des réseaux sociaux, de vos sites internet pour que un maximum de monde puisse être touché et prenne conscience de ces dégâts actuels. Mm. Et puis des solutions qu'il y a en face aussi, parce que finalement, l'écologie, c'est pas punitif, au contraire, Non, oui, ça t'empêche pas de travailler, d'avoir mis toutes ces démarches en place, et au contraire, maintenant, tu es carrément plus aligné avec tes valeurs. c'est ça. Apporter des solutions à tous. Tiens, j'ai une question que je me pose personnellement, je ne sais pas si tu auras la réponse. C'est à propos du papier ensemencé. Voilà. Donc c'est le papier dans lequel on y a des graines. Et en fait, on dit, voilà, c'est un papier de communication et après, vous pouvez le planter et et ça poussera. Alors, la question, c'est pour ou contre, est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est bien? Très bonne question. Alors, je suis contre. Et effectivement, plutôt greenwashing. En fait, le tout, c'est de se renseigner où est-ce qu'il a été fabriqué. Moi, je me suis renseignée. Aujourd'hui, il est fabriqué en Chine. Donc, quand on sait qu'il est fabriqué en Chine, on se dit, bah non, je peux pas utiliser ce papier qui est produit à l'autre bout de la planète et en plus dont on ne sait pas comment il est produit, dans quelles conditions. Et puis, on ne sait pas quelles essences ont été sélectionnées Ouais, pour les graines, mais a priori, du coup, si c'est produit en Chine, c'est pas forcément des essences locales. voilà. Je trouve la démarche vraiment innovante et assez géniale, mais pour moi, tant que c'est pas encore produit dans des conditions plus positives et peut-être pourquoi pas un jour si ça arrive en France, oui, l'utiliser, mais pour l'instant, je le recommande pas. C'est pour ça que je préfère privilégier le 100% recyclé que de l'ensemencer. Ok. Bon, bah, peut-être avis aux entrepreneurs en herbe, il y a un créneau à prendre en France sur le papier ensemencé, produit de manière responsable. Mais d'ailleurs, si vous aimez ce genre de papier un peu innovant, par contre, je peux vous recommander les papiers issus de déchets de résidus agricoles. Donc, par exemple, à base de résidus de raisin, de cerises, de maïs. C'est le fabricant Fagini qui est basé en Italie qui les produit. Et ils sont vraiment super. Ils sont super beaux, ils sont bien produits, ça reste en Europe. Donc, si vous voulez proposer des papiers un peu plus innovants, je vous conseille ceux de la gamme Fagini. Ah ouais, je savais pas qu'on pouvait créer du papier à partir de résidus agricoles. Ça les colore du coup, ça fait des papiers colorés? Il y en a certains, oui, qui sont colorés. Par exemple, le raisin, il va être un petit peu beige grisé. Il y en a à partir d'agrumes, du coup, ils sont un petit peu jaunes, mais ça rend super sympa. Et du coup, moi, je privilégie ce genre de papier un peu coloré à la place de mettre des aplats de couleurs, par exemple. Ok, et ben écoute, merci pour ces conseils. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que si on veut retrouver tous tes conseils, et même plus que tout ce que tu viens de nous dire, la bonne nouvelle, c'est que tu es en train de finaliser l'écriture d'un livre sur l'éco-conception graphique. Félicitations. Exactement. Merci. Tu es en train d'écrire les dernières lignes là en ce moment, c'est ça? Ben, figure-toi que je l'ai fini. Ah. Ça y est. Et que je suis à la phase de relecture. Donc, en effet, je suis en train de créer un livre qui s'appellera le Guide de la création responsable. Et ce sera le premier livre d'éco-conception graphique en France. Ce sera le livre que j'aurais voulu lire à mes débuts dans l'éco-conception. Parce que quand j'ai commencé mes recherches, moi, j'avais un peu de mal à trouver des informations sur le sujet. Et finalement, tout ce que j'ai acquis depuis ces derniers mois, j'en ai fait un livre. J'appelle ça un peu ma Bible. Et du coup, dans ce livre, je vais évoquer le monde actuel de la création, comment ça se déroule aujourd'hui, comment moi je vois l'avenir du design graphique
Et puis, je partage ma méthode d'éco-conception graphique. Donc, c'est un guide que j'ai créé pour les professionnels de la création graphique et pour tous ceux qui sont dans la communication visuelle, comme aussi les enseignants, les étudiants. Mais c'est aussi destiné aux personnes qui travaillent dans la RSE, le développement durable, ou encore les personnes qui travaillent dans le marketing, qui ont beaucoup de supports graphiques à faire imprimer, comme tu disais tout à l'heure. Oui, voilà, ça peut servir aux professionnels du secteur, mais aussi à ceux qui en achètent de la communication, en fait, ou qui ont besoin d'en faire produire. C'est ça. Trop bien. Ceux qui créent et qui consomment. Et donc, il sortira quand, ce livre ? Il sortira d'ici un mois et demi. Donc, si vous voulez être tenu informé de la sortie du livre, vous pouvez me suivre sur mes réseaux. Je suis sur Instagram et LinkedIn au nom de Lucille Quérault. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter sur mon site internet où j'apporte des infos exclusives sur le livre. Ok, trop bien. Donc, si le podcast sort pas tout de suite, on sera aux alentours de mi-juin, la sortie du livre. Voilà, c'est ça. Mi-juin 2021, pour être tout à fait complète. Et bah écoute, super. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné tous ces conseils. Je trouve ça génial que tu aies pu mettre en place ta propre entreprise complètement alignée avec tes valeurs et que voilà, quand il te manque des informations, tu vas les chercher et puis qu'ensuite tu les partages dans un livre. Ça va aider tout le monde au final. Oui, c'est mon intention. J'aimerais vraiment partager cette méthode d'éco-conception à tous les créateurs. Donc, j'espère que mon livre plaira. En tout cas, je suis sûre qu'on apprendra plein de choses dedans. Merci beaucoup d'avoir été sur le podcast. Merci à toi. À bientôt. Salut. À bientôt. Et voilà, j'espère que vous ressortez avec plein d'idées, que ce soit dans votre communication ou dans votre façon de travailler. Alors, on a enregistré le podcast il y a quelques semaines et le livre de Lucille est enfin sorti. Il est en financement participatif sur Ulule. Donc, vous aurez les liens pour aller voir tout ça dans la description du podcast. De même que tous les contacts pour rester connecté à Écolo au boulot, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou par mail. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter Écolo au boulot pour être au courant des prochaines sorties de podcast. D'ici là, je vous dis à bientôt. Bye bye!